Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode qui porte un regard professionnel sur la communication managériale, j'ai le plaisir d'échanger avec Julien Alverne, responsable communication managériale et sociale chez Orano. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup Julien d'être avec nous pour cet épisode qui vient enrichir celui réalisé avec Aurélie Renard sur la communication managériale, avec cette fois-ci une vision terrain puisque vous êtes responsable communication managériale et sociale. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur votre entreprise et sur la structuration de la communication interne au sein de votre organisation. Bien sûr, donc Orano, c'est 16 000 collaborateurs dans le monde, dont 13 000 en France. 16 000 collaborateurs qui interviennent tout au long du cycle du combustible nucléaire. Donc le combustible nucléaire permet in fine d'alimenter les réacteurs nucléaires en France et puis dans le monde et contribue comme ça à la production d'une électricité bas carbone. Donc le cycle du combustible nucléaire, on part de l'uranium dans les mines et puis on va jusqu'au traitement des déchets en passant par l'enrichissement, la logistique, le démantèlement, donc toute la chaîne de valeur autour du combustible. Sur les 16 000 collaborateurs dans le monde, on compte environ 3 000 managers au total. Donc la fonction communication managériale est une fonction complémentaire de la communication interne d'Orano. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous. Évidemment, on est rattaché sur la même ligne managériale, directrice adjointe de la communication, et on travaille main dans la main, sans lien hiérarchique, mais évidemment en parfaite intelligence, notamment sur les choix éditoriaux, les arbitrages, les relevés de com, voilà, pour avoir des canaux et des messages complémentaires, évidemment. D'accord, donc il existe en fait un service communication interne qui est rattaché à la directrice de la communication et vous êtes encore quelque part à côté aussi au sein de cette direction de la communication. Donc là, effectivement, la communication interne chez Orano, c'est si on compte les fonctions siège et les fonctions en usine et sur site, on est à peu près une dizaine de personnes. Plus moi-même, voilà, sur les fonctions communication managériale. Donc rattaché sur le même manager que les fonctions siège de la communication interne. Voilà. Donc on travaille main dans la main avec la communication interne sur tous les sujets information, animation et puis événements évidemment, mais sans rattachement hiérarchique entre nous. Et à propos de votre fonction, du coup, à proprement parler, finalement, depuis combien de temps, puisque c'est encore assez rare aujourd'hui de voir dans les organisations un poste de responsable communication managériale, depuis combien de temps elle existe et puis finalement pourquoi Orano a fait le choix d'une fonction pleinement dédiée à la communication managériale? Alors effectivement, la création de la fonction est concomitante avec la naissance d'Orano, qui est née il y a 3-4 ans, quand les activités d'Areva ont été coupées en deux entre Orano, la création d'Orano et puis Framatome. Donc c'est vraiment lié à la réorganisation de la filière et c'était un moment de réorganisation assez profonde. Ça a été quand même une étape un peu compliquée et on avait vraiment besoin de mobiliser l'interne, de mobiliser nos managers qui étaient identifiés comme un rouage et comme un maillon essentiel dans la communication et puis dans la réorganisation pour embarquer nos équipes et le terrain. Voilà. Et donc la fonction communication managériale a été créée à ce moment-là et a permis d'embarquer notre interne. Les actions de communication managériale, en fait, elles ont été menées assez rapidement autour de deux communautés de managers. Enfin, il y a une communauté, mais on va dire deux groupes de managers. Qu'on a marketé assez fortement pour que les gens s'identifient sur ces communautés-là. Donc on a un groupe qu'on appelle maintenant Manager 1000, donc qui est composé d'à peu près 1000 managers monde. Et puis on a un groupe de plus de top managers qu'on appelle Leader 160. Voilà. Et donc on a deux listes auxquelles on s'adresse en fonction des sujets ou en fonction des attentes ensemble ou séparément et avec une offre d'action de communication et de messages un peu différente en fonction des populations. Et le fait de finalement d'avoir pris ce positionnement, d'identifier clairement la fonction communication managériale, est-ce que finalement ça permet aux managers de mieux identifier? Est-ce que du coup ils sont plus au fait que cette communication managériale existe, le fait de l'avoir formalisée au sein d'une fonction, est-ce que ça aide à ce propos? Alors, effectivement, on a ressenti que il était nécessaire de bien le marketer parce que déjà pour la valoriser,
il nous avait semblé important d'indiquer aux gens qu'ils faisaient partie de ces communautés-là et que donc ils avaient, en tant que manager, des droits, mais aussi des devoirs, et que parmi ceux-là, la communication faisait partie. Et l'appartenance à ces listes-là, voilà, quelque chose de valorisant, surtout qu'elle est quand même la communication managériale est souvent associée à des prises de parole du directeur général sur des formats un peu de conf call ou sur des formats de webinaire ou des choses comme ça. Donc il y a quelque chose de valorisant et c'est ce qu'on cherche également un petit peu à mettre en place. Donc on espère que c'est identifié, en tout cas on l'a marketé. Il y a aussi des raisons assez pratiques pour que les gens identifient les messages, parce qu'il y a de la com de business unit, la com du site, la com de managérial, voilà. Et en fonction du canal et du message, on estime qu'ils savent voilà, ce qu'on attend d'eux après en termes de cascading derrière par rapport aux équipes. D'accord. Et si on rentre un peu plus dans le détail de votre fiche de poste, concrètement pour vous, ça se traduit comment tout ça? Alors, écoutez, c'est comme sur des fonctions quand même assez classiques en communication. Alors, ça commence évidemment par le plan de communication, la stratégie un peu et sa mise en œuvre. Il y a tout un travail un peu, alors j'allais dire administratif entre guillemets, de gestion des communautés, c'est-à-dire sur les critères de composition des listes, les mises à jour, l'animation un petit peu des communautés. Je suis aussi également sur ce poste-là garant évidemment des process de com managérial, c'est-à-dire faire en sorte que les process fonctionnent à tous les niveaux de l'organisation, sur la mise en œuvre des séminaires, la régularité des conf calls, ce qui permet d'animer évidemment toute la communauté managériale. J'ai aussi une responsabilité sur les prises de parole du DG en interne quand les prises de parole s'adressent à ces communautés-là. Donc on essaye de construire des messages pour assurer la cohérence des discours, évidemment. Et puis il y a une grosse partie aussi d'alignement un peu avec la com interne, justement, sur de l'éditorial, en fait, choisir un peu on fait assez régulièrement des comités, enfin toutes les semaines d'ailleurs, on fait des comités éditoriaux et on sélectionne un peu les canaux, les messages, les fréquences pour travailler en bonne intelligence et que les messages de la com interne et de la com managériale évidemment aillent dans le même sens, qui est quand même souhaitable. Et finalement, si je reprends un peu les propos qu'Aurélie avait pu avoir dans le cadre de son épisode sur la communication managériale, elle avait évoqué un aspect finalement important sur la formation des managers à la communication. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose qui fait partie de votre fiche de poste d'accompagner ces managers dans leur communication avec leurs équipes? Alors effectivement, pour nous et puis pour toutes les entreprises, on considère que ce maillon managérial est quand même un maillon assez essentiel dans la diffusion de l'information. Alors plus que dans la diffusion quantitative de l'information, c'est plutôt dans le donner du sens, dans le qualitatif. C'est un maillon qui est absolument indispensable dans une approche quasi éditoriale, c'est-à-dire faire le tri de l'information, être capable de la hiérarchiser et puis de la délivrer à ses équipes et de l'expliquer. Donc, nous, on essaye d'aller un peu plus loin que juste fournir l'information, le package, et on essaye d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Après, c'est sûr que dans les managers, on a des typologies de managers, des personnalités différentes. Il y a des gens pour qui la communication est très naturelle, se fait de façon assez fluide, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc voilà, donc notre première mission ici, là, et c'est ce qu'on fait en marketant un peu nos communautés managériales, on essaye de les informer, de rendre clair un peu cette mission qui nous semble pour nous très importante, de rendre clair le fait que la communication fait partie des responsabilités d'un manager et qu'on attend de lui cet aspect-là et du coup on essaye de l'outiller et de l'aider dans cette démarche, pas toujours évidente, mais c'est notre ambition. Bien. Et si on parle un peu alors des facteurs clés de succès que vous avez pu identifier à travers vos missions sur cette communication managériale, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors là, je pense que il y a un facteur clé de succès qui est assez actuel, je dois dire, c'est la crise du Covid. Alors, c'est dur de trouver du succès dans une crise, mais je pense que sur les pratiques managériales, sur les rythmes managériaux dans les entreprises, alors c'est très évident dans les fonctions tertiaires avec l'avènement, en tout cas la façon dont ça a boosté le télétravail. Mais c'est aussi le cas dans des fonctions plus usines, enfin en tout cas dans nos activités qui sont quand même industrielles, où les équipes et les managers évidemment ont travaillé dans des modes un petit peu différents. Et donc ça a interrogé toute cette période-là qui a quand même duré et qui est peut-être pas finie, mais enfin qui a quand même duré assez longtemps pour le moment.
à interroger quand même assez profondément les rythmes, comment je manage mon équipe. Ça a recentré un peu sur les fondamentaux de l'équipe. Qu'est-ce qui fait, même si on est séparés, chacun chez nous pendant 3 mois, qu'est-ce qui fait qu'on est une équipe, qu'est-ce qui fait qu'on avance ensemble. Voilà. Donc, ça a interrogé un petit peu toutes ces choses-là, et puis aussi sur la dimension outil, le télétravail, le travail à distance. Et je pense que là, il y a un vrai momentum dans les entreprises pour capitaliser sur ce qu'on a pu retirer de cette période-là, et puis parvenir sur des modes de travail il y a 6 mois sans capitaliser, sans réfléchir sur ces aspects-là, ce qu'on essaye de faire chez Orano, voilà, c'est-à-dire de prendre un peu faire le Rex des dernières semaines. Un deuxième facteur clé de succès assez important, je pense que c'est valoriser notre communauté de managers. Comme je l'ai dit, on pense que nos managers sont essentiels évidemment dans la diffusion et dans la diffusion qualitative de l'information, et puis surtout aussi pour embarquer les équipes dans toute la dimension conduite du changement. Donc voilà, il faut les identifier, valoriser ces communautés, les faire vivre, les animer, être clair sur les attentes, c'est-à-dire voilà, il faut le dire, le formaliser. Qu'est-ce qu'on attend en termes de cascading, qu'est-ce qu'on attend en termes d'explication, de donner du sens, qu'est-ce qu'on attend en termes d'accompagnement des salariés. Et puis on essaye d'y associer des rendez-vous pour que animer ces communautés de managers. C'est des choses assez classiques en termes on organise des conférences téléphoniques, des séminaires, on envoie des emails assez régulièrement, la mise en place de plateformes collaboratives, voilà, donc, qui est un peu un process que les communautés soient identifiées à la fois dans leur existence, dans les attentes qu'on y associe, et puis dans les process et dans les rendez-vous assez réguliers avec lesquels on les anime. Et forcément, la question qui va un peu à l'inverse de tout ça, à quelles difficultés finalement avez-vous pu ou êtes-vous peut-être encore confrontés? Alors, la difficulté, alors c'est propre à Orano, mais pas que, c'est qu'on a des activités internationales, donc on a des managers dans beaucoup de pays, et puis même pour la France, c'est parfois compliqué de connaître, d'avoir une vision assez fine des attentes, puisqu'on délivre des messages en estimant qu'ils sont pertinents, et qui on espère répondre aux attentes du terrain. Alors c'est parfois pas évident de répondre et de connaître ces attentes-là. Donc pour contrer un peu cet aspect-là, on va lancer des dispositifs d'écoute dont on n'a pas encore les résultats, mais on va aller un peu à la rencontre de nos managers sur des dispositifs soit d'entretien personnel, soit d'ateliers, et pour faire émerger un peu ces attentes-là et puis peut-être faire évoluer notre perception un peu des outils ou des rendez-vous, des fréquences, avoir un petit peu un retour sur ce que eux perçoivent et ce qu'ils attendent. Une autre difficulté, alors qui est pas propre à la communication managériale, c'est ce que moi j'appelle l'effet un peu millefeuille, c'est-à-dire que quand on est opérateur ou chef de car dans une de nos usines, on a la communication qui arrive de la BU, la communication qui arrive de la com interne, du site, de la com managériale. C'est quand même un peu compliqué parfois de faire le tri pour nos salariés, donc on essaye de gérer au mieux la formation en quantité et en qualité pour que ça reste digeste. Mais cet aspect-là renforce encore l'importance du manager dans cette diffusion de l'information, parce que c'est à lui qui revient, comme je l'ai dit, d'analyser, de faire le travail éditorial autour de cette information-là. Et si vous aviez un conseil à donner à vos pairs sur ce sujet de la communication managériale, sachant que souvent ce sont beaucoup de communicants internes en poste qui ont en charge cet aspect de la communication interne, mais qui ne sont pas forcément, comme vous, positionnés sur un poste centré sur le sujet, quels conseils on pourrait leur donner pour finalement accomplir au mieux cette mission? Il me semble que la communication managériale, c'est vraiment un maillon essentiel dans l'accompagnement et la transformation des entreprises. Et à peu près 100% des entreprises aujourd'hui sont dans des process de transformation quasiment constants, d'amélioration continue. Enfin, on peut le voir comme une contrainte, mais on peut aussi le voir comme une opportunité. Et donc, c'est un maillon qui est essentiel pour embarquer les équipes, pour à la fois expliquer le projet, à la fois motiver, sur des fonctions classiques de management, mais qu'on
qu'on a le devoir de soutenir. Donc moi, le conseil que je donne, c'est d'être très clair sur ce que l'organisation attend de ses managers. Dans la hiérarchie de ces attentes-là, il me semble que la communication, que la capacité à communiquer et à entraîner ses équipes est fondamentale. Donc moi, je pense que le conseil que je peux donner, c'est d'être le plus clair possible avec cette communauté-là sur ce qu'on attend d'eux. Et les attentes sont nombreuses, donc c'est important de les hiérarchiser aussi pour eux. Bien, parfait. En termes d'attente, je devrais normalement avoir la chance d'interroger un manager sur ce sujet de la communication managériale qui pourra certainement donner des pistes, en tout cas des perspectives en termes d'attente et de besoin de cette communauté managériale sur la communication interne et a fortiori la communication managériale. En tout cas, merci beaucoup Julien parce que c'était très intéressant d'avoir votre retour d'expérience concret, terrain. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci Isabelle. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact@obs-ci.fr. À très bientôt.